À la une ce soir, retour sur le drame qui a frappé la section de Petit Havre à Gosier. Un homme aurait immolé sa femme avant d'être lui-même happé par les flammes. Avait-il l'intention de la tuer? L'enquête devrait le déterminer. Notre reportage en début d'édition. Et Marie-Luce Ponchard se retire de la vie politique pour des raisons de santé. Le maire de Basse-Terre et vice-présidente du conseil régional l'a annoncé hier. Un retrait temporaire qui ne devrait pas altérer les dossiers en cours. Mais qu'en pensent les habitants de Basse-Terre? Réponse dans cette édition. Les interrogations sont toujours présentes dans le dossier de la centrale thermique de Marie-Galante. Le voyage de Ségolène Royal a encore intensifié cette impression de flou. L'inquiétude des planteurs constituera l'essentiel du troisième et dernier volet de l'enquête d'ATV Guadeloupe. Et enfin, épilogue heureux dans le conflit de la CNBT. Le syndicat UTC-UGTG a réussi à obtenir une totale satisfaction sur l'ensemble des points de revendication. Les coulisses de cet accord négocié au forceps dans ce journal. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Après le drame des grands fonds à Sainte-Anne, voici celui de Petit Havre à Gosier. Un homme aurait immolé sa femme à leur domicile avant d'être lui-même happé par les flammes. Une enquête a été ouverte pour déterminer s'il s'agit bien d'un homicide. En attendant, l'émotion et la stupeur se sont emparées du quartier. Reportage Nathalie Dinal, Moïse Dexter, Patrick Curie. C'est ici que s'est déroulé le drame. Betty et Pascal Saint-Silly ont péri dans les flammes de leur maison. 24 heures plus tard, c'est encore le choc et la stupéfaction. Parce que quand ils m'ont dit qu'il y avait le feu à côté, moi j'ai été voir en pensant porter secours. Et après, je suis arrivée, il y avait... j'ai vu les deux voitures, je me suis dit, je vais essayer de faire ce que je peux. On pense toujours qu'on peut toujours aider. Et c'est quand ils m'ont dit qu'il y avait du monde à l'intérieur. Vous savez bien, à ce stade-là, on ne peut plus rien faire, quoi. C'était un couple très discret. C'était pas des personnes qui se faisaient remarquer. C'est pas des gens à problème. Moi, j'étais pas au courant qu'il avait des interdictions de venir près de la maison. Je sais même pas qu'il y avait des procès en cours. Pour moi, bon, tout allait bien. Moi, de toute façon, je ne me mêle pas des affaires des gens. La veille au soir, j'ai croisé le monsieur devant la maison. Il n'était pas garé dans la maison, mais il était garé à l'extérieur. Je suis rentré et je suis ressorti par la suite. Et quand je suis rentré, j'ai plus vu. Et le lendemain, j'ai appris qu'il y avait eu le drame. Pour les voisins, une journée gravée dans la mémoire, un drame qui pousse à nous interroger sur notre rapport à l'autre. Le monde est rempli de souffrances. Nous restons souvent inaudibles parce que nous n'avons pas le temps de nous côtoyer, de nous écouter, de voir les choses. Et malheureusement, quand ça arrive à l'irréparable, on se dit si je savais. Le couple avait 3 enfants. Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire avec une présomption d'immolation de l'homme sur son épouse. Et la nouvelle a surpris plus d'un. La maire de Basse-Terre, Marie-Luce Ponchard, a annoncé hier son retrait de la vie politique pour des raisons de santé. Qu'en pensent les habitants de Basse-Terre? Karel Diama leur a posé la question. On les écoute. Moi, je trouve que c'est une bonne solution. C'est pas si mauvais. Et quelqu'un peut le remplacer. Et je sais, elle n'est pas partie. Elle est malade. C'est normal. Pour moi, c'est tout à fait normal. Il faudrait qu'elle se soigne. Puisque quelqu'un qui a tant de responsabilités, il faudrait qu'elle soit en bonne santé. Sinon, ce n'est pas la peine de se tuer au boulot. Vaut mieux qu'elle reprenne une bonne forme, une bonne santé et de revenir plein d'allant pour s'occuper de la ville. Moi, je trouve que c'est très normal. Quand on est malade, il faut se soigner. Et voilà. Et je pense qu'elle nous reviendra mieux avec une bonne santé. Voilà, pour gérer Basse-Terre. Voilà. Si je pense vraiment une malade de santé, alors donc il peut laisser place là-bas en autre. Parce qu'il n'y a pas de problème là qui est guéri. C'est santé, il y a pu pouvoir avant. Et après, comment elle reste après. Pour moi, je pense que c'est un bon but pour que peut-être pour ouvrir au moins que je radio ça suppléant et puis capable de faire un bitin pendant l'absence un bon bitin de concret en commune là et puis parce qu'il faut toujours attendre que c'est là et pratiquement mais là toujours rester toute l'année là les citoyens ne peuvent pas faire donc on va passer sur une bonne expérience pour voir si tu as après là peut-être après il peut mettre mais après je pense que elle est malade et que bon, il faudrait qu'elle puisse se guérir quoi. Donc moi je sais pas trop, hein. Je sais pas trop parce que vu ce que les gens disent et ce qui se passe, donc voilà quoi. C'est très normal qu'une personne malade aille se soigner.
parce que quel que soit ce qu'il fait, il ne peut pas continuer parce qu'il est malade. Alors il doit laisser sa place. Mais je crois qu'il doit laisser sa place, mais il doit laisser sa place comme si définitivement c'est lui qui s'est donné. C'est elle qui s'est donné sa maladie. Parce que la ville de Basse-Terre, payant partout, eh bien elle paye. Elle paye et puis il vaut mieux qu'elle quitte. Sa mère aussi doit quitter. Parce que la rivière qui est là, la rivière qui est propre belle de Basse-Terre, ils n'ont pas occupé de la rivière. Ils ne sont pas occupés de la rivière. Ils n'ont pas soigné la rivière. Alors qu'il aille se soigner et qu'il retourne soigner Basse-Terre comme qu'il s'est soigné, si elle peut. Kidal-Bioma ou de la CNR construira la centrale thermique de Marie-Galante. Si la ministre de l'Environnement a remis dans le jeu le projet porté par les élus marie-galantais, 18 mois, c'est long. D'ici là, la France aura changé de président, de majorité parlementaire et même de ministre de l'Environnement. Voici ce soir notre 3e épisode et dernier volet de notre enquête consacrée à ce sujet qui divise la population, mais également les planteurs. À Marie-Galante, le dossier de centrale thermique de l'usine sucrière sème la discorde dans le pays. Si le sujet passionne, rares sont les Marie-Galantais qui osent afficher publiquement leur position. Mais après quelques échanges, certains planteurs ont accepté de nous livrer leurs sentiments, comme Willy Castanet, 21 ans qu'il cultive la canne. Pour lui, le projet Albioma permettrait d'augmenter les revenus des planteurs. Bof, Marie-Exol qu'a proposé, on dote le central. Peut-être qui peut-être il a estimé que il peut propre, mais on pas penser centrale propre. Toute centrale a un petit côté négatif dedans. Mais nous, en tant que planteurs, nous avons centrale biomasse qu'on Albioma a présenté là, il peut répondre à tant à planter là qui peut couper quand dans les temps, livrer quand dans les temps et gagner au monde. Une monnaie. Il s'agit en fait de la prime bagasse, 14,50 € la tonne de canne. Elle sera reversée aux planteurs pour leur production, alors valorisée comme source d'énergie. Mais pour d'autres, cet argument ne tient pas la route. Il ferait partie d'une politique de désinformation pour induire les planteurs en erreur. Ça y est, c'est business à courant, business à courant. Mais ça ne va pas rapporter à les planteurs. Quand il gagne dans ça? Non, l'État c'est nous. Et l'État toujours dit, ça. Signer une décision à passer les planteurs. Je dis, j'aurai mon capacité à signer Guadeloupe, le préfet a signé avec eux, la région a signé avec eux, l'autre a signé avec eux. Alors nous l'avons regardé. Et ça a fait vraiment mal. Là, c'est politique, tout le monde derrière. Tout le monde derrière. Je dis, dernier problème à Cannes. Ni des élus communautaires. C'est vraiment dommage. En marché avec eux, faire politique avec eux, on peut cacher ça. Je dis, il y a un problème à Cannes. Il y a aussi ça en 2020. Mais dit, bref, derrière, bref, l'eau sale. Dieu accélérer nous quand derrière. Et tout ça, qui s'est zakazay un jour, que les vieux, puis venir chercher les planteurs pour router. Peut-être qu'il est bon pour eux, peut-être qu'il est tout. Peu ou mal informés sur les tenants et les aboutissants des deux projets, les planteurs seraient pris pour des marionnettes par ceux qui auraient beaucoup à gagner sur leur dos. La SCAMA et l'usine, et le propriétaire de l'usine, c'est pareil, c'est la même chose. C'est pour les chemises. C'est pour les chemises. On se sert des planteurs, soi-disant, lorsque la SCAMA prend des décisions avec une minorité de planteurs, des résolutions avec une minorité de planteurs, ce n'est pas la majorité. Parce que pour quel intérêt? Pour intérêt d'être bien assis, d'avoir de bien manger. Je dis qu'une usine qui bénéficie des subventions depuis un certain nombre d'années, tant au niveau de l'État, tant au niveau de collectivités locales, est toujours mal réparée. Et il n'y a pas d'audit, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas d'audit. Seule certitude aujourd'hui, si les planteurs ont du mal à parler à l'unisson, tous espèrent qu'industriels et élus parviendront à un compromis pour assurer la survie de l'usine et de la filière canne, sans laquelle Marie-Galante ne tarderait pas à être livrée à une vaste spéculation immobilière. Et dans le reste de l'actualité, les salariés de l'entreprise CITA spécialisée dans la sécurité ont entamé un mouvement de grève aujourd'hui. Ils dénoncent le non-respect de plusieurs conventions, dont les accords binaux. Ils affirment également subir des pressions de la part de la direction. Le détail avec Karen Diamin. Après 19 mois à attendre l'amélioration de leurs conditions de travail, les agents administratifs de l'entreprise CITA sont entrés en grève illimitée. Les revendications, c'est application du droit de travail, application de l'accord binaux, respect de la convention collective,
nous demandons aussi qu'il y ait une meilleure gouvernance parce que nous avons des camarades qui sont harcelés et aussi arrêt des sanctions injustes à l'encontre des travailleurs. Un cahier de cette revendication porté à la connaissance de la direction lors d'une première rencontre en début d'année. À l'issue de cette réunion, après 3 points de négociation, après 3 points du cahier de revendication, la direction a souhaité réfléchir pour nous donner une réponse définitive sur des points de droit, en nous disant qu'ils allaient nous donner une réponse la semaine d'après. Et la date était déjà arrêtée et on nous a fait comprendre qu'on n'avait pas la possibilité de nous répondre, qu'on n'allait pas avoir de réunion. Et depuis, on attend la date, qu'on nous confirme une date de rencontre. Et nous attendons, ça fait déjà plus de 15 jours que nous attendons que la direction nous donne une date pour pouvoir entamer les négociations et pouvoir arriver à un accord définitif pour pouvoir permettre que nous puissions reprendre le travail. Contactée, la direction devrait s'exprimer ultérieurement sur ce nouveau conflit qui vient rappeler celui de l'année dernière et qui avait paralysé l'entreprise pendant près de 2 semaines. Nous vous l'avions annoncé hier, la grève est enfin terminée à la communauté d'agglomération du Nord-Bastère. Le président Jocelyn Sapoty et le secrétaire général de l'UTC-GTG ont signé un protocole de fin de conflit hier en début de soirée. Retour sur des négociations négociées au forceps avec Nathalie Dinan et Patrick Curie. Dernière réunion décisive entre Jocelyn Sapoty et l'UTC-UGTG hier mardi. Une signature qui met fin à 6 semaines de grève. Une grève sans doute trop longue. Les 2 parties ont eu du mal à instaurer le dialogue. Je pense très sincèrement que le dialogue social en Guadeloupe mérite peut-être d'être revu sur un certain nombre de principes. On n'avait peut-être même pas besoin de grève, puisque tout ce que j'ai signé, même sans la grève, je l'aurais signé, puisque c'est un débat, c'est une discussion pour pouvoir avancer. Sur l'ensemble des points, nous avons pu trouver un accord. Bien sûr, sur la question des tickets restaurants, il n'y a pas eu l'accord que les syndicats souhaitaient, mais c'est un peu normal, c'est le débat. On était quand même 4 semaines que M. Sapoty pas crié nous, hein. Donc c'est après nous sommes obligés de faire d'autres actions dehors des incidents qui étaient bons nous. On date des rencontres concernant point là. Et là nous arrivons ici point là qui était justement bloqué là, c'est concernant les 20 tickets à 8 €. Malgré ça, il n'est pas d'accord, mais à un moment donné, bon ben, nous fait comprendre qu'il ne peut pas mettre un différentiel ici en matière de tickets. Et de là, il signé point là 20 tickets à 8 € pour l'ensemble du travail qui est ici. Sur une plateforme de revendication qui comptait une vingtaine de points, reste à négocier des cas particuliers selon un calendrier établi par les 2 parties. Pour rappel, 4 protocoles signés en 2010, 2013 et 2015 et selon le syndicat non respecté par la présidence de la communauté, a déclenché le mouvement. Il fallait remettre à plat l'organisation des services, les conditions de vie, de travail, de recrutement des agents. Nous tenions au point sur l'hygiène de sécurité et conditions de travail, surtout les agents à transférer ici dans le théâtre local, si place Tricolore à Sainte-Rose. Donc là aussi, en matière d'hygiène, ces agents-là, il y a dans des mobilhommes qui sont pratiquement trop petits pour eux. Donc ça, nous arrêtons ensemble, qui baille les moyens de façon à ce que ces agents aient une situation meilleure. Nous aussi signé ici l'organisation de service, nous signé ici revalorisation carrière à l'ensemble des agents. Et donc voilà, et nous d'autres points encore nous signé à penser que le protocole là c'est endoué et nous qui amené ensemble pour arriver en bouteille. Tous les points qui sont arrivés sur la table de négociation ont été débattus et nous avons pu trouver des solutions dans la sérénité, dans la liberté, dans le respect de tout un chacun. Et je n'ai pas refusé de dialoguer à partir du moment où la liberté a été rétablie. Et ça a donné de très bons résultats. On discutait sur les points de droit, on discutait sur la jurisprudence. Nous étions presque qu'à faire là un petit cours de droit mutuellement où on était qu'à alimenter l'autre, etc. Ça était belle. Le calme est revenu à la CNBT, le travail a repris dès ce matin et les discussions continuent. Et dans quelques mois, les étudiants se destinant à intégrer les plus prestigieuses écoles d'art et de design auront la possibilité d'intégrer la classe préparatoire art et design dispensée au Centre des métiers d'art de Pointe-à-Pitre. Mais pour faire davantage connaître ce cursus, l'établissement organise les 17 et 18 mars prochains des journées portes ouvertes. Et pour nous en parler ce soir, nous recevons l'un de ses enseignants, Nathalie Hainaut. Bonsoir. Bonsoir Barbara. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors je ne l'ai pas encore précisé, mais vous êtes professeur de sémiologie
et d'histoire de l'art au Centre des métiers d'art de Pointe-à-Pitre. Tout à fait. 2 journées portes ouvertes. Qu'est-ce que ces jeunes pourront apprendre lors de ces journées ? Alors les jeunes qui se présenteront vendredi toute la journée et samedi dans la matinée, ils pourront rencontrer tous les professeurs qui sont chacun des spécialistes dans leur discipline, architecture, photographie, art appliqué, design, histoire de l'art, sémiologie, culture générale, anglais aussi, parce qu'aujourd'hui l'anglais devient indispensable à l'international. Et ils pourront aussi voir des élèves en situation, justement les fameux étudiants dont vous avez parlé, qui se préparent au concours. Donc la salle de dessin ressemble à un vaste atelier où chacun a son petit espace où il a ses projets à présenter en cours, c'est-à-dire les books, les choses qu'ils doivent présenter au concours. Donc c'est l'occasion idéale pour de futurs bacheliers qui se destinent à ce type de formation, soit pour aller aux beaux-arts, en architecture, en design, en graphisme, en mort, tous les métiers qui concernent l'art, et il y en a de plus en plus aujourd'hui avec les nouvelles technologies, mais de se rendre compte vraiment de ce que c'est. Des fois, on rêve de l'art, mais on s'imagine pas la réalité pratique, et il y a beaucoup d'heures de travail et de cours par semaine. Vous l'avez énuméré, il y a beaucoup de métiers concernés. Quelle est la particularité de cette prépa? Qu'est-ce qu'elle offre aux étudiants de plus, justement, pour réussir ces fameuses écoles d'art? Alors, il est un fait qu'aujourd'hui, les écoles d'art sont très prisées, qu'il y a pour certaines écoles renommées que tout le monde essaye de viser, ce qui est normal, on essaye toujours de viser l'excellence. Pour certaines écoles, il y a 800 candidats pour 40 élus, donc il faut avoir le plus de cordes dans son arc, de flèches, pour être sûr de viser la cible. Et surtout, en général, quand on sort d'un bac, même qu'il soit littéraire ou pas, on manque de culture générale, on manque de pratique, donc l'année de prépa est une sorte de mise à niveau dans toutes les disciplines qui peuvent intervenir dans la future carrière, qu'on se destine à l'architecture, au design ou plutôt au graphisme. Justement, quelles sont les disciplines qui sont enseignées ? Alors la photographie, on a un laboratoire de photographie où on fait de l'argentique, on ne fait pas que du numérique, on peut développer de la photographie, de l'infographie, du dessin, du volume, de la perspective, des arts appliqués, savoir manier les couleurs, savoir faire des maquettes, connaître un petit peu l'histoire de l'art, avoir de bonnes notions en culture générale, enfin tout ce qu'il faut pour être le mieux armé possible à se retrouver face à d'autres concurrents qui ont beaucoup plus d'avantages que nous parce qu'ils sont dans l'Hexagone et qu'ils ont accès à des musées, à des expositions, des transports. On est quand même assez limité dans l'offre ici, donc ça leur donne le maximum de chances et on les booste même un peu plus que la normale pour être sûr de leur donner toutes leurs chances. Alors vous l'avez dit plus ou moins tout à l'heure, l'art et le design font partie en tout cas de ces domaines où il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. On a eu un exemple, Myriam Maxo, la grande designer qui a réussi à se faire connaître grâce à son doudou. Il y a encore trop peu, j'ai envie de dire, de designers d'origine antillaise qui arrivent à réussir à ce niveau. Comment on l'explique? C'est un manque de formation? Je pense que c'est non seulement un manque de formation, mais des fois aussi une nécessité, comme pour beaucoup, de rentrer le plus vite possible dans la vie active. Et les études d'art sont relativement longues. Des fois coûteuses. Et puis après, une fois qu'on est sorti diplômé, il faut trouver une entreprise qui vous engage. Et là aussi, la concurrence est raide. Et quelles sont les perspectives justement qu'offre cette préparation? D'avoir la meilleure chance d'intégrer ces bonnes écoles et de bénéficier aussi de l'antériorité d'autres étudiants qui sont passés par là et qui ont fait aussi la renommée de la petite Guadeloupe, qui a plein de talents. Et on en a quelques exemples, je vous en cite juste deux qui sont devenus des peintres connus. Philippe Tomarel, qui expose en ce moment dans Écho imprévu au Mémorial Act, est un ancien élève du CMA. Qui connaît un grand succès d'ailleurs, cette exposition. Qui connaît un grand succès. Et il est aujourd'hui devenu professeur dans une des plus grandes écoles d'art en France, à Caen. Dans la génération plus proche, des beaucoup plus jeunes des trentenaires, on a Samuel Gélas, qui est un de nos artistes très prometteur, qui est aussi un ancien élève du CMA, qui est allé en France faire ses études, qui a réussi brillamment et qui a décidé de revenir au pays. Beaucoup aussi ne reviennent pas au pays, malheureusement pour des raisons d'étroitesse du territoire.
territoire et de possibilité de rencontrer une belle carrière. Ça joue aussi malheureusement. Dernière question pour les élèves et les étudiants qui nous regardent, peut-être futurs étudiants. La prochaine rentrée est prévue au mois d'août. Est-il toujours possible de s'inscrire? Alors il est possible de s'inscrire, mais il y a quand même des conditions. Il faut être titulaire du bac et il y a malgré tout un concours d'entrée au CM1 pour accéder à la classe préparatoire. Puisque selon les années, on a 1 ou 2 classes préparatoires et qu'on ne dépasse pas une vingtaine d'élèves par classe pour pouvoir justement être le plus efficient possible et que chaque professeur puisse leur donner les meilleures armes pour réussir dans ce long chemin. Merci Nathalie Hainaut d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Direction la Martinique maintenant, où le fameux tramway se fait attendre. Les fameux tests sont prévus le 23 mars prochain, mais la population martiniquaise s'impatiente. On regarde les précisions d'Alwin Courcy. Le TCSP roulera-t-il un jour? Après avoir attendu 1 an et 4 mois, les Martiniquais aimeraient avoir la réponse. Oui, je voudrais le voir rouler parce que c'est un moment, ils en parlent, mais là, il y en a beaucoup de personnes qui voudraient rouler pour voir comment c'est, s'il est douce, tout ça. Ben pour le moment, c'est pas encore là, alors il faut prendre la patience. On a débrouillé avec le bus, mais comme ils ont dit, ils avaient prévu le TCSP depuis l'année dernière. Hier, un article paru sur Internet avançait que l'Europe aurait fait pression sur la CTM pour que le TCSP roule avant le 31 mars prochain, sous peine de devoir rembourser les 80 millions d'euros de subventions. Une information largement démentie par les élus. Nous n'avons à ce jour reçu aucun courrier, aucune injonction de la Commission européenne, je dis bien de la Commission européenne, donc l'information que vous avez n'est pas fondée. Il est temps peut-être d'arrêter la désinformation sur le TCSP et de tenter de discréditer la CTM, son président et les élus. Si la marche à blanc prévue le 23 mars a été mise en place, c'est pour une toute autre raison. Le 9 mars dernier, nous avons eu une réunion, il a été évoqué le devoir de réserve de M. le préfet à la date du 24 mars, 0 heure. Devoir de réserve qui est imposé au préfet par l'élection présidentielle. À ce moment, le président Alfred Marie-Jeanne, en concertation avec M. le préfet et également le président de la CACEM, a proposé la date du 23 mars pour le lancement de la phase de marche à blanc qui précède la phase de commercialisation du TCSP. Si la date de la marche blanche est aujourd'hui connue, aucune échéance n'a été donnée quant à la mise en service réelle pour les usagers. Après des mois de bataille entre l'ancien syndicat mixte et la CTM, les installations et les feux sont aujourd'hui installés et fonctionnels et rien ne semble devoir ralentir le lancement du TCSP qui se fait encore et toujours attendre. Et reste avec nous sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. L'ancien ministre des Outre-mer dans la peau d'un boulanger à l'occasion de la Semaine nationale de l'artisanat. Et puis un coup de projecteur sur la filière œuf de Guyane en plein essor. Mais avant, un reportage qui, je vous assure, en vaut le détour. Dans le cadre de la Semaine nationale de l'artisanat, Victorin Lurel a décidé de se faire boulanger d'un jour chez un pâtissier localisé à Goyave. Linda Kayarsi était sur place pour capter ce moment. Voilà. Comme tout apprenti boulanger, petit tour du propriétaire avant de mettre la main à la pâte. Alors là, ici, on a 2 types de fours. On a ce qu'on appelle les fours à ventiler, pour tout ce qui est baguette courante, et on a le four à sol pour tout ce qui est baguette de tradition et pain spéciaux. Une fois lancé, l'artisan boulanger et l'apprenti enchaînent les préparations qui répondent à un cahier des charges bien précis. En boulangerie, il n'y a pas de systématique. Ouais. La boulangerie, c'est de la rationalité. L'habitude fait que je calcule rapidement mon pourcentage et toujours. Ouais. On va mettre de l'eau, on sait qu'on va hydrater entre 60 et 65%. Des gestes précis et réguliers pour façonner pain, baguettes et viennoiseries. En boulangerie, on ne sait pas faire une seule chose à la fois. Le pétrin, on va lancer une pâte qui va tourner 20 minutes. Pendant ces 20 minutes, on va faire 3-4 autres choses. Et d'ailleurs, c'est la définition, président, du boulanger. C'est maîtriser la fermentation et être capable de gérer des opérations diverses et simultanées en même temps. Entre 2 pétrissages, visite du président de la Chambre de métier de l'artisanat. En cette semaine de l'industrie, son argumentation est bien rodée. Parce que nous, notre démarche, c'est de faire qu'on peut toucher la réalité, nos parlementaires, des difficultés et du bonheur aussi que nous avons dans nos productions, pour demain être mieux défendus dans vos fonctions.
Une argumentation convaincante pour l'apprenti artisan boulanger du jour. Là, à la tribune ou derrière un micro, on saura, il me semble, un peu mieux de ce que l'on parle, de ce que l'on évoque. De savoir comment on achète la farine, quelle qualité de farine, comment ça arrive ici, comment c'est stocké, comment c'est déstocké. Et donc pour moi, c'est édifiant et formateur. Au-delà de la fabrication du pain, l'artisan boulanger doit également posséder l'esprit commerçant. La clientèle qui a passé sa commande est exigeante, il faut que ça soit prêt à l'heure. Un tout que le propriétaire des lieux divulgue au quotidien à son personnel et ses clients. On nous dit souvent qu'on travaille trop, mais en fin de compte, il faut faire avancer les choses. Tout coûte cher aujourd'hui et la clientèle est exigeante derrière ça. Donc il faut que ça se fasse et on ne peut pas toujours payer du monde pour le faire et c'est nous-mêmes qui devons le faire. Aujourd'hui, le secteur de l'artisanat fait vivre de manière directe près de 45 000 personnes. C'est le 3e employeur de Guadeloupe, après l'administration et le commerce. Et direction la Guyane maintenant. Là-bas, la filière œufs est en plein boom. Certains producteurs produisent entre 80 000 et 10 000 œufs par semaine. De la ponte à nos assiettes, un reportage signé Jonathan Lariot. Dans cette salle de conditionnement, des milliers d'œufs sont traités chaque jour. À la réception de la marchandise, Moses, responsable de la production, débute le circuit qui mènera l'œuf à être estimé, puis ensuite commercialisé. Si les œufs ne sont pas vraiment aux normes, donc il faudra les déclasser. Par jour, on est un peu plus de 110 000. Ici, plus de 200 000 œufs sont reçus par semaine, 80 000 en période creuse. Et juste avant de passer à la mise en boîte, un dernier test doit être effectué. Sous la lumière des machines, il ne faut laisser passer aucun œuf qui posséderait les défauts. On peut se retrouver avec peut-être 3, 4 flotteurs ou 90 ou 100 œufs de cet éleveur par exemple. Vous voyez, et puis en fin de semaine, on peut se retrouver avec peut-être 2 ou 3 plateaux de déclassés. 100% de déclassés, pas plus. Dernière étape, chaque œuf est réparti dans les différents packs pour être ensuite livré en magasin. Pour ces œufs, c'est ici que commence le périple. C'est dans ce type d'élevage de poules pondeuses d'environ 3000 bêtes par cage que viennent les œufs des supermarchés. Chaque œuf après ponte est strictement contrôlé et réparti en différentes catégories selon leur qualité. 100% des élevages qu'on retrouve en Guyane ce sont des poules au sol. Les poules elles sont au sol. Au milieu, on retrouve le pondoir automatique. Devant, les abreuvoirs. Ensuite, on a les mangeoires automatiques. Et donc les poules, comme on peut le voir, elles montent sur les grilles, elles pondent dans les nids directement. Si on veut consommer des œufs bio, ce sera légèrement plus élevé, le tarif sera plus élevé que des œufs de poules produits au sol. Mais niveau qualité, la qualité elle est toujours au rendez-vous, il n'y a pas de problème à ce niveau. Si la période de carnaval est souvent synonyme de pénurie pour la production d'œufs en Guyane, aujourd'hui les récoltes ont repris le chemin ascendant. Il ne devrait plus être si difficile de trouver des œufs. Et retour en Guadeloupe, c'est l'heure des informations pratiques. Maintenant, l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au lycée des droits de l'homme de Petit-Bourg de 8h30 à 13h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler à la rédaction au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de cette édition locale, mais restez sur ATV Guadeloupe tout de suite. Eddie Planté reçoit Jocelyn Sapetit, président de la communauté d'agglomération du Nord-Bastère. On se retrouve juste après.